En confinement avec l'entraîneur-chef John Goyens, entraîneur-chef du Drakkar de Baie-Comeau. John, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va, merci. T'ennuies-tu du hockey? Là? Un coach est toujours bien occupé. Là. Fait que là, c'est un temps un peu plus mort. Là. Qu'est-ce qu'on fait à la maison? Bon, premièrement, c'est comme ça ressemble un peu la première semaine ou deuxième semaine quand tes séries terminent. Tout à coup, tu vives une situation comme coach pendant la saison, tu es toujours 7 sur 7. Même les journées off, c'est jamais un journée off parce que ce soit un appel avec un joueur ou ton DG ou d'autres membres de ton staff, c'est jamais à 100% off. Et la première semaine ou deux, ça ressemblait un peu que les séries ont terminé et tout à coup, tu sais pas quoi faire. Mais là, rendu, ça fait 5 semaines, c'est plate un peu en termes de hockey. C'est moins plate pour moi en termes de famille parce que je suis allé à Baie-Comeau toute seule cette année. Et mon petit garçon, je ne l'ai pas vu trop souvent. Des fois, même aujourd'hui, des fois, il va dire tu retournes-tu à l'autre maison ou est-ce que tu restes? C'est là où là, il y a juste un peu plus que 3 ans et il commence à réaliser il y avait des situations où il allait dormir et le lendemain, je n'étais pas là pour un mois. Mm-hmm. Et la réalisation pour lui, c'est que à chaque matin, je suis là. À chaque fois qu'il va se coucher, je suis là. D'abord, pour lui, c'est une grosse différence. Lui est beaucoup plus content avec ça, c'est sûr. Oui, puis je me souviens, quand tu as quitté les Lions, tu sais, la famille, c'est quelque chose d'important pour toi, puis là, ça doit faire du bien là, d'avoir tout le monde prêt, maman, fiston, d'ailleurs, qui est devenu une vedette à Baie-Comeau. Tu l'as amené dans les entrevues, tout ça. Il commençait à se faire reconnaître un peu à Baie-Comeau, ton petit kid, les joueurs. Il est souvent autour des joueurs quand il est là à Baie-Comeau, puis tu l'as amené dans les entrevues avec toi. Oui, pour moi, c'est sûr que, et c'est pas juste pour moi, mais je vais parler juste vraiment de ma situation. Pour moi, la famille, c'est vraiment numéro un. Prendre la décision de partir sans ma blonde et mon fils, c'était un risque, mais pas vraiment un risque. C'était une opportunité qu'on attendait longtemps. Oui, c'était loin. Mais ma femme a une très bonne job. J'étais pas prêt. On n'était pas prêt pour dire, laisse tout tomber. Là, c'est but en carrière aussi. C'est elle qui est brillante dans le couple. Peut-être moins brillant parce qu'elle était avec moi, mais écoute, c'était quelque chose qu'on était prêt à gérer. Oui, quand il arrive, quand la famille vient à Baie-Comeau, quand Henri est là, c'est sûr et certain. Moi, j'ai pris la décision qu'il y a toujours un équilibre, mais le hockey, c'est le fun. Et je ne vais pas complètement couper ou faire un gros ligne dans le sable qui va dire que non, mon fils ne va pas rencontrer l'équipe ou quoi que ce soit. Je veux qu'il vive beaucoup de situations parce que je suis pas là à chaque jour. Il est pas, l'aréna n'est pas disponible à lui à chaque jour. D'abord, quand ils sont en ville, je voulais qu'ils vivent beaucoup de situations qui sont nouveaux pour lui. Même moi, je regarde pas les réchauffements d'avant-match et même l'amener sur le banc pendant un warm-up. Ils ont mis sa face sur le Jumbotron. Oui, le monde, ils ont commencé à le reconnaître parce qu'il y a un chandail de l'équipe avec notre dernier nom, avec Snorri, notre mascotte. Mais c'est quelque chose qu'il aimait beaucoup. Même aujourd'hui, des fois, il me demande quand est-ce qu'on peut retourner à l'aréna de Drakkar. Mais c'était spécial quand même pour lui, pour ma femme, quand il était en ville, de vivre tout ça. C'est une ville très passionnée.
et c'est une ville qui m'ont vraiment Accueilli. Que ce soit que j'étais tout seul ou quand ma famille était en ville. C'est un grand fan de hockey déjà, ton petit gars? Honnêtement, je pense que ça a commencé lentement, mais quand il était jeune, il bougeait pas trop et je regardais du hockey à la télévision et tout à coup, un jour, il passe à crier « Goal! » Et honnêtement, je voulais pas être quelqu'un qui pousse. Oui, il y a des petits bâtons en plastique, que ce soit golf ou des petits ballons, mais il y a aussi des petits jouets de musique. Moi, j'ai joué piano pendant 10 ans quand j'étais jeune. Moi et mes 3 frères, on a tous joué du piano. J'ai même à l'école fait une année de trompette. Je veux pas honnêtement qu'il soit confiné au hockey, qu'il fasse juste ça. Dans le business de famille, tu sais. Écoute, mon père, c'était un écrivain qui a écrit sur la politique. Il a fait des sports, il a écrit des livres. Il avait une passion pour plusieurs choses, mais c'était pas automatique que je deviens un écrivain parce qu'il était écrivain. Même ma mère, c'était écrivain. Mais, je veux donner un environnement où il y a des choix. Et en ce moment, il fait ses choix, mais en ce moment, tu vois que à chaque matin ou 2 fois, 3 fois, même avec ma belle-mère qui habite avec nous autres, tout à coup, il va dire, grand-maman, je veux jouer au hockey, viens avec moi. Et ils vont dans le sous-sol. Mais je vois qu'il aime ça beaucoup. Parlons du Dracor un peu, comme on disait précédemment, ça fait longtemps que tu attendais une chance d'être entraîneur-chef dans le junior majeur. Dans ce que tu peux nous raconter, là, raconte-nous comment ça s'est passé, ta transition. Est-ce que c'est le Dracor qui t'a approché? Avais-tu d'autres offres? Je sais, vas-y avec ce que tu peux nous dire, là, mais comment ça s'est passé ta transition des Lions jusqu'à Bécomo, finalement? Dans les 10 dernières saisons avec les Lions, il y avait des opportunités, même des offres comme entraîneur adjoint. Le monde qui me connaît savent que la famille est importante pour moi pour plusieurs raisons. Après Lewiston, je m'ai dépêché pour aller chez nous parce que mon père était malade. Il y a eu plusieurs situations, complications avec sa santé. Après ça, c'était une séquence de 4 ans où c'était mon père et mon beau-père qui étaient malades en même temps. D'abord, pour partir de la maison pour une job d'entraîneur adjoint, c'était du mauvais timing. C'était pas juste pour ma famille. D'abord, j'ai resté chez nous. J'ai appris beaucoup. En faisant des entrevues, je connais plus de monde. J'ai eu beaucoup plus d'expérience en termes de comment ça se passe, les entrevues, les DG, ils veulent quoi, que ce soit dans le junior, ici, dans notre ligue ou c'était ailleurs. Mais quand j'avais des opportunités de faire du networking ou de l'apprentissage ou du développement professionnel, je prendrais à chaque opportunité que je pouvais. Et à la fin de la dernière saison avec les Lions, qui a passé proche de gagner encore, on est rendu en finale encore. Je sais, on a battu Lévis en 3e ronde, qu'il n'y a pas personne qui nous donnait une chance. Et j'ai eu un appel de quelqu'un proche qui m'a dit serais-tu intéressé comme entraîneur-chef à Bécomo? J'ai dit si Steve Aaron, qui était DG longtemps, est sérieux, dis-lui de m'appeler, mais je ne vais pas chasser après. Pas parce que je pensais que j'étais trop bon ou quoi que ce soit, mais je ne voulais pas tomber dans un scénario où mon nom passe ou circule dans les médias pour rien. C'est pas juste aux autres candidats, c'est pas juste pour ma famille. Je voulais que si on faisait ça comme il faut,
il va m'appeler. Steve m'a appelé. Honnêtement, c'était pas vite. Il voulait voir que le processus n'était pas rapide, je veux dire. On s'est parlé 2-3 fois les premières 10 minutes chaque fois pour voir s'il y a vraiment un intérêt. C'est sûr, il y avait d'autres candidats. Je sais, je n'étais pas le seul. Mais le processus, c'était 4-5 semaines. Éventuellement, il a décidé que j'étais le candidat qui voulait faire un offre, discuter tous les détails d'un offre qui était bon pour l'équipe, qui était bon pour moi. Et j'ai signé la semaine du draft. Et après ça, tout était assez rapide parce que la journée après, je suis allé à Québec pour le draft. 2-3 semaines après, je suis allé en vacances en Floride avec la famille. Je suis allé à Vancouver au draft, la Ligue nationale. À chaque année, je vais là. Encore du networking, il y a une conférence de coach. Passer l'expérience, connaître le monde du hockey. Mais j'ai eu un appel que Steve était congédié. 2 semaines après ça, malheureusement, notre DG par intérim a eu quelque chose qui est arrivé avec son santé. Et là, on est tombé sur notre deuxième DG par intérim pour les 6 prochaines semaines avec Dan Paradis, qui a fait une très, très bonne job. Ça m'a donné un peu plus de confiance parce que là, je pensais que j'avais plus de boss. Et 2 jours, 1 jour avant le camp d'entraînement, l'équipe, ils ont engagé Pierre Rioux, qui est notre DG en ce moment, actuel. D'abord, je peux dire que c'était quelque chose que j'attendais longtemps. Quand c'est arrivé, j'étais content. Et après que tout ce qui est arrivé pendant l'été, je n'étais pas sûr que la réalité que je serais le coach, c'était garanti. Tu pensais que tu aurais pu pas être le gars du nouveau DG, finalement, qui disent OK, garde, finalement, là, la saison n'est pas commencée, moi, j'avais d'autres options. Ça aurait pu ne pas être toi, finalement, l'option. Ça devait être stressant. C'était stressant parce que, c'était pas comme j'étais dans une situation où je pouvais négocier avec d'autres équipes ou quoi que ce soit. D'abord, il y avait des... Je mentirais pas. Il y avait des doutes. Est-ce que vraiment je vais avoir ma place quand j'arrive là? Ça faisait une couple d'années que je connais Pierre parce que quand il était déjà avec les Leafs de Toronto, il passait toujours regarder des matchs midget 3. Toujours des bonnes conversations. Et mais c'est là, assez rapidement, tu dois vraiment développer une relation. Mais pour 6, 7, 8 semaines, il y avait une certaine doute que ça pourrait changer rapidement. Et pour moi, j'étais chanceux. Ça n'a pas changé. J'ai eu ma chance. Puis là, tu as retrouvé des anciens, de tes anciens joueurs que tu avais déjà vus, là, entre autres Gab Fortier, Brendan Frattaroli. Est-ce que les gars que tu as rencontrés là, quelques années plus tard, c'était les mêmes petits gars que tu as rencontrés ou c'était vraiment rendu des hommes pas mal plus matures là, que le hockey junior les avait fait vieillir assez rapidement? Avec les deux, ça fait... moi, je continue avec les joueurs après le midget 3. Nous autres, on travaille toujours l'été en faire du développement, que ce soit individuellement, en petits groupes, gros groupes. Le groupe que j'ai travaillé avec depuis longtemps, avec Carl Swoboda, Brad Saltarelli, Jerry Gomez, on travaillait toujours avec les jeunes dans la région et à l'extérieur, mais jusqu'au niveau de la Ligue nationale avec des joueurs professionnels. Ça veut dire, entre ça, il y avait toujours des gars qui revenaient, des gars qui jouaient junior ou collège. Et un gars comme Gab Fortier, ça fait, depuis qu'il est parti, il est toujours revenu pour faire de l'entraînement. Même chose avec Frat. D'abord, c'est des gars que je connais. Mais je peux dire que le moment où j'ai signé, j'ai appelé Gab. J'étais sûr de rencontrer lui parce qu'il était déjà capitaine de l'équipe.
Et ça fait, comme j'ai dit, ça fait des années. J'ai coaché son frère aussi. Puis on a eu un lunch de 2-3 heures, discuté plusieurs affaires. Et après ça, parler aux autres gars qui étaient alignés pour être dans notre groupe de leaders. Frat, c'était un gars que même Pierre Hugh a mentionné à moi pendant un camp d'entraînement. Il n'était pas établi déjà à Bécomo. Il jouait pour le Rempart de Québec. Et puis, Pierre, il m'a présenté son nom. Pour moi, je voulais vraiment juste parler du jeune homme, de la personne, parce que je ne l'avais pas vu jouer junior. Notre staff avait vu Brendan jouer pour Québec. On a utilisé d'autres outils pour voir des vidéos, des séquences et évaluer comment il peut nous aider à Bécomo. Mais je peux dire que ça m'a aidé beaucoup. Quand tu as déjà la confiance du capitaine en rentrant dans la chambre, parce que quand tu montes du midget au junior, tu vas avoir toujours des doutes. Quand tu vas junior au pro, il va y avoir toujours un ou deux ou plus qui vont dire c'est juste un coach de midget. Les choses qu'il a fait à Alex Saint-Louis ne vont pas marcher ici. Mais quand tu as le capitaine qui a ton dos comme ça, il montre beaucoup de confiance. Il te donne un gros boost dans la chambre avec les joueurs. Ça m'a donné beaucoup de confiance en rentrant dans la chambre. Puis, quand tu as vu que Gabriel Fortier était échangé, ça t'a-tu fait un petit pincement au cœur de voir ton capitaine, le gars que tu connaissais le mieux dans l'équipe, partir? Oui. Parce que encore c'est un gars que on a gagné ensemble en 2016. On avait commencé la saison, on avait de la misère, on était 2-8 et 3, et à peu près mi-octobre, on a vraiment commencé à établir et jouer dans une certaine identité. Et il était vraiment en anglais, on dit driving force derrière cette identité. Il a vraiment établi beaucoup de standards de comment on pratique, comment on se prépare pour les pratiques, comment on se prépare pour les games. Il était sans parler beaucoup, il était l'exemple. Les jeunes joueurs regardent Gab Fortier, Nathan Légaré, des gars comme ça, ils disent « OK, c'est comme ça, je me prépare ». Et je dis ça parce que c'est deux capitaines avec deux personnalités différentes, mais les deux font une très bonne job. Mais pour voir Gab partir, c'est dur. C'est pas facile. C'est pas un gars que tu remplaces facilement. Et on savait qu'on tournait une page on tournait vers une chapitre de jeunesse. Et mais c'est ça, le hockey, des fois, tu peux juste coacher les gars que tu as à chaque jour. Et c'était une nouvelle expérience pour moi. Gab, c'est un choix de deuxième ronde du Lightning de Tampa Bay, si je ne me trompe pas. Vas-tu jouer dans la Ligue nationale éventuellement? Je pense que oui. Mais je pense, pour Gab, il a déjà eu de l'expérience à la fin de la saison à Syracuse l'année passée. Je pense que ça va être là où ça va commencer. Moi, en termes des 2 dernières années avec les Lions, j'ai eu l'opportunité de travailler avec le Crunch de Syracuse pendant le camp d'entraînement. Ben Moigrou m'a invité. C'était plus pour l'apprentissage pour moi-même, mais il y avait des moments où j'ai contribué, que ce soit avec des drills ou des sessions de skill avec des petits groupes. Mais je vois que la façon que, premièrement, l'organisation de Tampa, Syracuse, développe les joueurs, c'est incroyable. Tu vois à chaque année 2-3 nouveaux arriver à Tampa. Tu vois le nombre de joueurs qui ont à Tampa, qui ont joué à Syracuse ou dans la Ligue américaine, que ce soit avec Benoît Groux ou même avec John Cooper. Ils font un très bon job et je pense qu'il va commencer là. Et quand il gagne l'expérience dans style pro, c'est un gars qui va être capable de jouer dans la Ligue nationale avec sa vitesse, c'est sûr. Tu as raison que le Lightning développe
développe quand même beaucoup de joueurs. Puis, en fait, l'équipe qu'on a vue dans les dernières années dominer, c'est vraiment une équipe qui a grandi ensemble, qui a développé des joueurs comme Alex Killorn, que tu connais bien d'ailleurs, que tu as coaché. Y a-tu comme un lien entre les Lions et le Lightning plus profond? Il y a des gars comme Marc Barberio aussi que tu as coaché qui ont passé par là. Est-ce que vous êtes rendu une filiale du Lightning? Je dis Lions, les Lions de Saint-Louis. Je sais je sais pas. Je sais qu'il y a un dépisteur, par exemple, Michel Boucher, qui travaille pour Tampa. Je vais dire quelque chose. Il y a des équipes dans la Ligue nationale qui ont des dépisteurs à Québec. Mais il y a des équipes dans la Ligue nationale qui ont des dépisteurs à Québec qui commencent leur recherche au niveau midget. Et je connaissais pas Michel Boucher avant. Je l'ai rencontré, ça fait 2-3 ans. J'étais à un match de Syracuse à Laval. Et je l'ai rencontré, on commence à parler, et il est là en train de me parler de tous mes joueurs midget. C'est un gars qui, je pense, qui habite à Trois-Rivières. Je peux dire que Tampa, il fait le devoir. Il commence pas junior, pas NCAA, il commence midget. Et je pense que Tampa, ils ont montré beaucoup de confiance aux évaluations de Michel. Ils ont donné beaucoup de confiance au staff de Ben Grou à Tampa. Et par hasard, ils ont eu plusieurs joueurs de chez nous. Juste comme dans le temps, tu avais des moments où Halifax puis Québec, c'était toujours des équipes qui avaient la plupart de nos anciens joueurs. Tu sais, entre 4 à 7 joueurs avec Québec, 3 à 4 avec Halifax. Est-ce qu'il y a un lien avec le fait qu'en 10 ans, on est allé à 5 finales ou 6 demi-finales ou je ne sais pas. Mais généralement, chercher des gars qui sont capables ou ont de l'expérience de gagner, qui ont de l'expérience à faire face à l'adversité, qui ont un certain talent, généralement, c'est des choses que plusieurs équipes cherchent. Si on revient sur ta première saison comme entraîneur-chef, tu dresserais quel bilan de cette première saison-là comme entraîneur-chef dans la LHMQ? Ta propre évaluation, si on veut. Là. Moi-même, j'étais incroyable. Non. Non. C'est quoi? Je vais commencer encore avec des situations familiales. Je suis parti, c'était pas facile. Mais je me dis toujours, je ne veux pas coacher peur de perdre ou peur d'être congédié, premièrement. Moi, je voulais que ce message passe avec mon staff. Pourquoi? Parce que si on rentre à chaque jour avec ce mindset-là, on va donner beaucoup plus de confiance, on va donner notre meilleur aux joueurs à chaque jour. On va faire des pratiques et du développement basé pas sur les victoires et les défaites, mais sur vraiment le développement de l'individu pour qu'il puisse contribuer à l'équipe. Là, je suis parti au mois d'août. Je suis revenu à fin d'août parce qu'on a toute la fin de semaine du travail. Malheureusement, mon fils il a tombé malade. Il était hospitalisé pendant une semaine. J'ai resté chez nous pendant 2 semaines. Il n'y avait même pas 3 ans. On est resté à l'hôpital, moi et ma femme, avec lui pour une semaine. On était chanceux. Le hockey est devenu secondaire dans des conditions comme ça? Écoute, secondaire, 3e, 4e, je peux dire que c'était même pas sur la liste. Et là, quand on a eu le feu vert et on avait déjà planifié un voyage qui vient visiter, tout a changé un peu avec moi. Premièrement, quand tu arrives au mois d'octobre, ça vient rapidement. Là, tu commences à jouer 3 à 4 matchs par semaine. Tu joues du 1er octobre au fight, tu joues à peu près 30 matchs.
et ça vient, en 14 semaines, ça vient rapidement. Et je voulais vraiment je voulais que les joueurs ont le mieux de moi à chaque jour. Est-ce que j'aime perdre? Non. Est-ce que je vais sacrifier le développement pour la victoire? Non. Parce qu'à la fin de la journée, les gars vont être échangés, les gars vont monter, les gars vont jouer universitaire. Ils doivent être capables de jouer dans d'autres systèmes, dans d'autres environnements. Et on voulait les préparer pour ça. Bon, ça n'a pas commencé très bien. On était 2, 8 et 3. Mais vers la fin d'octobre, on a vraiment commencé à jouer dans notre identité. On jouait rapidement. On était agressif, pas nécessairement physique, mais agressif. On était toujours dans ta face. On était discipliné. Et à peu près fin octobre, notre avantage numérique commençait à cliquer. Et tu voyais les lignes ou des paires à l'attaque commençaient à vraiment cliquer. Et il y avait certains jeunes dans nos euros, par exemple, comme un Demchenko, un Hansen, qui ont commencé à avoir plus de confiance, de montrer qu'est-ce qu'ils sont capables à faire. Et de là jusqu'au fight, c'était vraiment un changement. Je pense qu'on est allé comme on était 19-9 ou 19-10 et 4 ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas bon dans les maths. Jusqu'au fight, mais tu as vu la confiance vraiment changer. Et même si on était déçus parce qu'on savait qu'on faisait des échanges, on a échangé avec Xavier Bouchard, excusez, et Gab Fortier et certains d'autres qui avaient beaucoup d'expérience dans notre ligue. On savait qu'on doit rester sur le même plan de match, mais avec certaines modifications. D'abord, c'est bon qu'on avait commencé avec un plan, mais tu dois être capable de modifier ton plan dépendant de ton équipe en termes de jeunesse, manque d'expérience, un manque de talent A1, quand tu t'échanges des gars qui sont draftés de Ligue nationale. Ça ne peut pas changer notre jour à jour, la façon qu'on parle, la façon qu'on est professeur de hockey, la façon qu'on est soutien de la personne. Et c'est comme on avait 2 saisons différentes, avant Noël, après Noël. Mais je pense pour la plupart, à la fin de la journée, on est très content que vers la fin de la saison, on avait nos jeunes qui jouaient dans notre top 9 à l'attaque. On avait nos jeunes qui jouaient la plupart des minutes à défense. On a des jeunes qui se sont fait mis sur la liste de draft de la Ligue nationale. Pour moi, ça montre qu'on a vraiment gardé le plan de développement pour la saison et on n'a pas, même si on a eu beaucoup plus de défaites après Noël, on n'a pas sacrifié le futur des jeunes. Puis de quoi tu es le plus fier de cette saison-là? Qu'est-ce que dans 10 ans, tu vas dire, OK, ma première saison là, dans LHMQ, je peux dire je suis content ou je suis content de telle partie de la saison ou de telle attitude que j'ai eue, peu importe. De quoi es-tu le plus fier? Moi, le plus fier, c'est que ce soit d'autres entraîneurs dans la Ligue ou des diffuseurs de la Ligue nationale qui disaient que ce soit après Noël ou avant Noël, ton équipe a une vraie identité à chaque jour. Et oui, on a perdu des matchs par des gros scores ou contre des très bonnes équipes, mais il était vraiment impressionné de la façon qu'on joue à chaque jour. Pour moi, c'est probablement la plus grosse compliment de la saison. Quand Gabriel Fortier a été échangé, vous échangez en même temps le capitaine. Vous en avez nommé un autre, Nathan Légaré. Ça s'est passé comment le processus? Est-ce que c'est l'équipe qui a choisi? Est-ce que ça a passé par le staff de l'équipe? Comment ça s'est fait, ce processus-là? Mais tout le monde savait que Nathan il avait signé avec Pittsburgh juste avant de revenir avec nous autres. D'abord,
J'ai dit à Nathan que s'il voulait être capitaine, ça coûterait 10 000 $. Non. Écoute. Qui l'a payé? Oh, non. Nathan, il était déjà dans notre groupe de leaders. Moi, je connaissais pas Nathan l'été. Tu sais, je l'ai rencontré 2 minutes à Vegas, à Vancouver, au draft. Et bonne chance, pas plus que ça. Je voulais pas prendre photo parce que je l'avais pas coaché. Ça, c'était Martin Bernard. C'était le travail que Martin avait fait dans le passé. C'était pas moi. Je voulais pas sauter là-dedans pour être un superstar Instagram ou quoi que ce soit. On sait déjà, c'est mon fils qui est superstar Instagram, pas moi. Et, tu sais, je l'ai invité à patiner avec nous autres une fois. On s'est parlé. On a pris vraiment 4 mois pour se connaître. C'était évident qu'il n'y avait pas juste le caractère, mais il y avait la personnalité d'être un capitaine. Des fois, la lettre qu'on met sur un gilet peut être trop lourde pour certains joueurs. Et pour lui, il était capable de répondre aux attentes des entraîneurs, de l'équipe. Et même, on sait que c'est le premier niveau avec certaines attentes avec les médias. Et sont différents, mais il a fait sa job. C'est un gars qui est beaucoup plus émotionnel, mais c'est un gars qui veut gagner. C'est un gars qui a gagné beaucoup d'expérience à Pittsburgh, d'être entouré par des gars qui ont gagné plusieurs Coupes cette année, des gars qui savent c'est quoi des standards, des gars qui ont passé par notre ligue, que ce soit Crosby, que ce soit Christopher Letang, et là, sont à Pittsburgh. Et je pense que c'était des expériences et des attentes que lui avait pour lui-même. Il voulait que, même si on a baissé en expérience comme équipe, il voulait quand même gagner à chaque jour. Et à la fin de la journée, tu veux coacher des gars motivés. Tu veux pas être... souvent, les questions pour les coachs, c'est comment tu vas motiver ton équipe. Honnêtement, ma job, c'est pas d'enlever la motivation des joueurs, mais arriver avec nous autres, tu dois être un joueur, un athlète motivé. Et Nathan, c'est vraiment un gars motivé. C'est un gars qui parle beaucoup, qui n'a pas peur de dire la vérité avec ses coéquipiers. Et c'était quelque chose qu'on avait beaucoup aimé et beaucoup besoin après Noël. Tu as raison qu'il n'a pas peur de dire la vérité. D'ailleurs, en entrevue, quelques semaines, quelques mois, là, je lui ai demandé qu'est-ce qu'on ne sait pas sur ton coach. Il nous a répondu la vérité, je pense. Il a dit « John pense qu'il a les plus beaux cheveux dans la ligue ». Es-tu d'accord avec ce qu'il a dit? Peut-être au mois de février. Je ne sais pas en ce moment. On n'a pas de bol assez grand pour mettre sur ma tête pour couper autour, mais on verra. On verra à la fin de cette isolation. Et puis, Nathan, on le sait, là, c'est un sniper. Là. Il y a des habiletés de marqueur là, assez impressionnantes. Ça, on le sait. Mais là, présentement, qu'est-ce que ça y prend, lui, pour aller à l'autre niveau? C'est atteindre éventuellement un niveau qui pourrait peut-être jouer dans la Ligue nationale. Premièrement, en termes d'habileté, c'est généralement, je sais, c'est cliché, mais un gars qui est scoreur, généralement, quand il arrive pro, c'est quoi? Comment il joue sans la rondelle. Et c'est même pas juste défensif parce que je peux dire que pendant la saison, il a mérité de plus en plus des situations en désavantage numérique. On voulait ça pour lui. Moi puis lui, même avec Pierre, même des fois avec le staff, même avec Pittsburgh, on avait discuté son cheminement pour la saison. On sait qu'il avait scoré au-dessus de 40 buts l'année passée. Et souvent, un jeune, il score 40, la saison après, je veux 50. Atteindre 50, c'est pas facile dans n'importe quelle ligue. Et je serais le premier à le féliciter quand il score 50. Mais s'il score 50,
et il n'est pas plus proche à être très professionnel pour jouer au pro, on n'a pas fait notre job. Mais on a vu une vraie évolution cette année pour lui. Il y avait des hauts, il y avait des bas comme n'importe qui, mais on a vraiment établi un lien entre Pittsburgh, les attentes de Pittsburgh, les attentes de Nathan et établir un plan cette année. Et je pense pour la plupart, il a très bien géré ça. Penses-tu que les Pingouins ont fait un vol en le sélectionnant en 3e ronde? Il aurait pu sortir plus haut. Ça, c'est toujours difficile à dire parce que oui, j'ai coaché Nathan, oui, j'ai coaché contre un poulain qui est sorti en première ronde, mais c'est toujours difficile à dire parce que tu fais une évaluation pas juste dans notre ligue. Tu sais, c'est le monde en Europe, aux États-Unis. Est-ce qu'il pourrait sortir en première ronde? Possiblement. Mais à la fin de la journée, le draft, c'est juste ouvrir la porte. Et il a convaincu Pittsburgh de rester un peu plus longtemps pendant le camp d'entraînement. Il a mérité des matchs en concours. C'est pas donné juste parce que tu es drafté. Si tu le mérites pas, retourne au junior. C'est pas si souvent que ça non plus que les équipes de la Ligue nationale donnent un contrat tout de suite après le premier camp d'entraînement, un choix de 3e ronde. Ces choix-là, ils attendent de façon générale au moins 1 an. Là. C'est ça. Et tu vois, tu as toujours les listes des CSR, mais les équipes, ils ont leur propre liste. T'sais, je me souviens même pas, mais tu as des équipes, des fois, ils ont 3 choix en première ronde, pas de choix en 2e ronde. Si tu es choisi par une équipe en première ronde, mais c'est le 3e choix de la même équipe, peut-être ce joueur-là serait même. Il n'est pas sur la liste d'autres équipes en première ronde. C'est quoi les besoins de certaines équipes aussi? Mais à la fin de la journée, je pense qu'il est très fier d'être drafté. Peut-être pour un jour ou 30 minutes, il était déçu qu'il n'était pas drafté en première ronde ou en 2e ronde. Mais à la fin de la journée, c'était bien mérité d'être drafté par Pittsburgh, d'être signé par Pittsburgh. Et c'est toutes des coches qui est allé mériter. Et je pense aujourd'hui, il pense même plus à quelle ronde il était choisi. On a parlé beaucoup des vedettes, là, Nathan, Gabriel, tout ça, etc. Mais c'était qui le héros obscur là, du Drakkar cette année? Le joueur dont on ne parle pas, mais que toi, tu voyais dans un certain sens plus gros que nature? Gabriel Pro. C'est même pas proche. C'est Gab. Gab, on l'a eu au mois d'août. Et tout de suite, même comme un joueur de 20 ans, il n'a pas rentré comme moi, je connais la Ligue, je connais tout, Premièrement, il est brillant à l'école. Il veut s'améliorer à chaque jour, comme il est vraiment. Moi, quand j'étais arrivé, on faisait une école de hockey avec des jeunes. Gab il était un des joueurs qui a aidé. À la fin de chaque jour, je faisais un petit training sur la glace avec des gars qui nous ont aidés avec l'école de hockey. Et je faisais plein de skills que je faisais à chaque jour l'été ou même pendant la saison avec les Lions. Et même s'il n'était pas toujours capable tout de suite, il me demandait pourquoi arriver à 20 ans, c'était la première fois qu'il voyait ces choses-là. Et il voulait de plus. Et là, quand il a commencé à jouer, il n'est pas le plus gros bonhomme. Il n'est pas... mais il est un des plus rapides. Il est toujours un des premiers sur la glace. Il y a tellement... hors des gars avec les gros noms, c'est vraiment le gars où la majorité de nos jeunes, et de plus en plus après Noël, regardaient Gabriel Pro. Parce que c'était pas un gars qui parlait trop souvent. Quand il parlait, encore, comme Nathan, mais de façon différente, disait la vérité. Et c'est un autre brillant à l'école. Il va au gym. Tu n'as pas besoin de l'amener par la main au gym, de faire des étirements. Et c'est un gars qui a beaucoup d'attentes pour lui en termes de
de résultats, mais pas des résultats personnels. D'aider l'équipe à chaque jour, de gagner. Il met beaucoup de pression sur lui-même. Mais c'est un gars qui est sage, c'est un gars qui a faim, c'est un gars qui honnêtement, je pense Concordia, ils sont très, très chanceux de l'avoir pour l'année prochaine et pas probablement 3 ou 4 ans. C'est un gars que je vois qu'après ces années universitaires, qui pourrait jouer collégial, qui pourrait jouer professionnel. Il y a la vitesse, il y a les skills. Éthique de travail, visiblement. Et he checks a lot of boxes. Puis, tu disais, il est brillant à l'école. Ça, c'est une réalité dans l'AGMQ. L'école, c'est très important. Ça se passe comment, la conciliation école-hockey avec le Drakkar de Bécomo? Nous autres, comme la plupart des équipes, on a certains qui vont au cégep, il y a certains qui vont par correspondance, online ou whatever. D'abord, qu'est-ce que j'ai appris? C'est comme à l'école, c'est physiquement, c'est sur la glace, c'est hors glace. Tout le monde, les gars vont maturité à différents moments que d'autres. Comme toi, Alex, ta maturité, t'es même pas là encore. Moi... T'as raison. Moi, même pas proche. Mais vraiment, tu sais, que ça soit émotionnel, physiquement ou mentalement. Ça, c'est les 3 aspects que j'ai beaucoup de focus. La maturité va venir à différents moments pour certains jeunes. On voit, quand ça vient à l'école, dans notre situation, il y a certains que tu dois prendre par la main un peu plus, parce qu'à la fin de la journée, ils sont avec nous autres. Les parents ne sont pas là. C'est à nous autres de les aider là-dedans, de les entourer. C'est un aspect où on était chanceux d'avoir un gars comme Antoine Samuel qui était dans notre staff. C'est un gars qui a gagné le Marcel Robert. Il est jeune, il va à l'école encore, parfaitement bilingue. Et je pense que c'est un aspect de soutien que les joueurs ont très bien apprécié cette année. Mais drôlement, même avec tout le voyagement, on a eu Sam, on a eu le fils à Jean-François Grégoire, Jérémy Grégoire, qui a gagné Marcel Robert plus qu'une fois, je pense. Je pense Bécomo avait gagné 3 des 5 dernières Marcel Robert. On a un Prou, on espère cette année. Mickey Awashish, aujourd'hui, ils ont annoncé qu'il a gagné le prix Alec Reed pour les sports-études. Quand tu veux et tu vas prendre avantage des ressources, tu peux réussir. Les attentes sont vraiment que, comme au hockey, tu donnes, je sais c'est cliché, tu donnes ton maximum. Et quand tu as besoin de l'aide, tu demandes. On va te donner de l'aide, on va te trouver de l'aide, on va te trouver d'autres ressources pour t'aider à de gérer tout ça ou d'avoir les notes que tu vises. Puis toi, comme coach, comment est-ce que tu prends leur horaire d'école en considération? Est-ce que des fois, tu vas ajuster ton horaire de pratique parce qu'ils sont en examen ou des choses comme ça? Est-ce que tu dois t'ajuster avec leur horaire d'école? Non, c'est vraiment établi que lundi, c'est l'école toute la journée. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est de temps en temps, on va avoir la glace l'après-midi pour les gars qui n'ont pas de cours l'après-midi, comme plus tard, 3 heures, 4 heures. On va faire des skills. Mais c'est comme mardi, mercredi, jeudi, par exemple. Nous autres, on pratique le matin. Et 11h30 à peu près sont prêts à partir pour l'école. Ils ont le temps pour aller manger. Mais s'il y a vraiment un examen qu'il doit prendre, parce qu'il doit faire du rattrapage, parce qu'on était sur la route pendant 7-8 jours, il fait son examen.
est-ce qu'on trouve toujours l'équilibre, mais le développement de la personne vient en premier avant le développement du joueur. Et si on continue à toujours pousser les examens, pousser les devoirs, j'ai vu ça trop souvent avec des anciens joueurs qui arrivent chez eux au mois de juin et les livres sont encore en plastique et ils n'ont rien fait toute l'année. Et je veux pas que nos joueurs vivent ça, je veux pas les familles vivent ça avec nous autres. T'es-tu encore beaucoup en contact avec des gars qui ont atteint la Ligue nationale, tu sais, des gars que tu as coachés comme Mike Matheson ou Alex Killorn ou tout ça? Est-ce que tu leur parles encore, ou même des gars de la Ligue américaine? Je sais pas, je sais que tu as coaché Joe Veleno aussi. Est-ce que tu des gars avec qui tu es encore en contact régulier? Puis est-ce que les autres aiment ça parler à leur ancien coach? S'ils n'aiment pas ça, ils m'ont pas dit ça encore, mais ouais, il y en a plusieurs parce que je sais. Il y en a plusieurs qui disent ça, mais c'est pas tout le monde qui le vit. Comme coach ou prof, le moment où je te coach, si tu veux, je peux être ton coach le reste de ta vie. Honnêtement, je peux être dans ton coin. Comme exemple, Mike Matheson, il est parti jouer USHL, collégial après ça, Ligue américaine, NHL. L'été, il travaille avec nous autres. Avec moi. T'as un gars comme Jeremy Davies. Des fois, c'est des petits blagues, des petits jokes entre moi puis un Max Fortier. Jonathan Drouin. Drouin ou Duclair. Des fois, c'est plus beau but hier où tu vois un gars qui a une séquence où ça va moins bien et tu vas dire tu te souviens-tu quand tu as joué chez nous, tu avais une séquence semblable, tu avais fait ça pour en sortir. Ou des fois, un joueur va te texter pour dire comment ça va, mais tu vois qu'il cherche quelque chose et tout à coup, tu dis comme « What's up? » et peut-être le gars veut chialer de son coach ou son temps à glace. Et moi, je le laisse chialer pour 2, 3 textes, 4 textes, mais éventuellement, je vais dire quelque chose comme OK, parfait, mais là, toi, tu vas faire quoi? Parce que pointer le doigt au coach, ça va rien faire. Ou même, tu as des gars qui ont vécu des situations où sont des healthy scratch, que ce soit junior, collège, pro. Et un exemple que j'utilise souvent, c'est est-ce que tu es le Tom Brady de ton sport? Et ils savent la réponse. Et ils savent que c'est un exemple que j'utilise souvent parce qu'un gars comme Tom Brady, il était à Michigan, il est resté 5 ans à Michigan. Il y avait un temps, pendant sa première, deuxième année, il était comme 5e corps arrière. 5e. C'est des gars comme Steve Young, il était 7e ou 8e à BYU. Il y a plusieurs histoires comme ça. Et parce que, qu'est-ce qu'on voit à la télévision? On voit des athlètes sur le podium. On voit l'athlète avec le trophée. Mais la télévision, les vidéos, les caméras sont pas là pendant les situations ou les situations d'adversité. Et comme un gars comme Tom Brady, il pourrait changer d'école ou non, il a fait sa job, il est resté 5e année, il était capitaine. C'était pas un gars qui était supposé d'être drafté. Tu peux même aller sur Google, tu vas voir ses photos du draft. Puis, il y avait un corps de joueur de ligue de garage un peu. Il était drafté en 6e ou 7e ronde. Il est arrivé 2e, 3e derrière Bledsoe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé pendant qu'il a attendu son opportunité. En anglais, on dit « work while you wait ». Et ça, c'est le message que je veux passer avec eux autres parce que je veux plus être dans leur coin comme ancien coach, comme parent ou grand frère, mais je ne vais pas être là pour être... Je suis un fan d'eux autres. Je veux qu'ils ont beaucoup de succès. Je suis content pour eux autres. Mais je ne vais pas juste dire... je vais toujours dire la vérité avec eux autres et je pense que c'est quelque chose qui respecte beaucoup dans notre nos conversations.
En terminant, tu t'attends à quoi du Dracor de l'année prochaine? Est-ce que ça va être une équipe qui va être plus jeune, qui va être encore plus en développement? C'est comme un nouveau cycle pour vous, dans le fond. Écoute, on a perdu 3-20 ans avec beaucoup d'expérience. C'est une opportunité pour plusieurs, que ce soit des gars qui étaient avec nous autres l'année passée ou des nouveaux. Je sais, Pierre va travailler fort pour... on connaît dans notre ligue, il y a plusieurs échanges qui vont arriver. En ce moment, avec qu'est-ce qui arrive dans le monde, on ne sait pas si on va avoir une saison de 8 mois ou 3 mois, on ne sait pas, mais le développement va rester numéro 1 pour nous autres. Et on pense là-dedans que les joueurs vont grandir. Si on peut aider les joueurs à se placer sur des listes du CFR, c'est des choses qu'on veut les aider là-dedans. On va toujours jouer d'une façon rapide, mais on va toujours modifier le plan match avec les joueurs qu'on a. Tu sais, comme un chef, tu as certains ingrédients. Tu sais, j'ai des ingrédients pour un pâté chinois, parfait, je vais faire du pâté chinois. Mais si j'ai des ingrédients pour un pâté chinois, je peux pas faire un lobster bisque. Ça marche pas. So, je veux vraiment, je pense, on connaît les joueurs qu'on a. On connaît la plupart des joueurs qui vont arriver au camp. On va modifier le plan de match un peu pour qu'eux autres puissent sortir le meilleur d'eux autres. Mais à la fin de la journée, le développement va toujours rester numéro 1. Et les attentes pour eux autres, c'est vraiment de toujours choisir l'attitude, niveau de compétition, niveau d'effort, niveau de détail. Et John, on a fait presque 1 heure. Je te remercie beaucoup pour ta disponibilité. Merci beaucoup pour ton temps. En terminant aussi, je te souhaite bonne fête parce que c'était ta fête il y a quelques jours. Alors, bonne fête, John, au nom de la LHGMQ. Et puis, en souhaitant que les activités normales de la vie reprennent, que tu puisses aller chez le coiffeur et montrer tes beaux cheveux à Nathan Légaré. Merci. Bye. Bye, John.